Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir pour la première fois de la législature le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP, M. Didier Migaud, afin qu'il nous présente le dernier rapport d'activité de cette autorité essentielle au bon fonctionnement de notre démocratie. Il s'agit, vous le savez, du rapport de l'année 2022 qui vient d'être publié et que chacun d'entre nous a eu le plaisir de consulter puisqu'il était mis à votre disposition. Je rappelle que la HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qu'elle comprend 13 membres, nommés pour un mandat de 6 ans, non renouvelable et soumis au secret professionnel. Elle a 3 missions principales: garantir la déontologie des responsables publics, encadrer les activités de représentant d'intérêt et diffuser une culture de l'intégrité. Monsieur le Président, 2022 ayant été une année électorale, l'activité de la HATVP a logiquement été marquée par le contrôle d'un très grand nombre de déclarations d'intérêt et de patrimoine. Selon votre rapport, plus de 10 000. Mais le champ de vos travaux est plus large et votre rapport comprend 8 principales recommandations que vous souhaiterez certainement nous présenter. Et avant de vous donner la parole et de laisser à nos collègues le loisir de vous interroger pour une durée limitée de 2 minutes, je souhaitais d'ores et déjà vous adresser quelques questions. D'abord, sur cette année 2022 que j'ai dite marquée par les échéances électorales, pour que vous nous disiez si selon vous les élus et principalement les parlementaires se sont conformés au mieux, ou en tout cas s'ils se sont davantage conformés aux obligations qu'il leur incombe que ces dernières années. La deuxième question a trait au registre des représentants d'intérêt qui a été étendu aux actions de lobbying menées en direction des collectivités territoriales, et j'aimerais connaître le bilan que vous en tirez compte tenu des nouvelles obligations qui leur incombent. Quant à ce registre de représentants d'intérêt, il permet d'identifier aussi alors j'aimerais savoir s'il permet d'identifier les ingérences étrangères. Vous savez qu'il y a une législation américaine, le FARA, qui permet d'enregistrer les influences ou les ingérences étrangères. Je sais aussi que le Parlement britannique étudie la National Security Bill qui vise à instaurer un fichier dit le FIRS et qui y recourt aussi. La DPR rendra un rapport sur les ingérences étrangères très bientôt et sans déflorer les conclusions, je crois qu'elle préconisera sous ma présidence d'avoir ce type d'action à l'égard des influences et ingérences étrangères, et je voulais savoir quel était l'avis de la HATVP à cet égard. Et enfin, la HATVP a vu s'étendre sa compétence considérablement en matière de contrôle, je l'ai dit notamment pour les collectivités. Diriez-vous qu'elles accusent un retard en matière de transparence et de culture de la transparence? Diriez-vous qu'elles sont particulièrement exposées aux conflits d'intérêts? Et pour finir, c'est peut-être le dernier élément, je sais que la liste des représentants d'intérêt est désormais, en tout cas, tenue de façon assez stricte, assez détaillée par la HATVP. Est-ce que vous rencontrez des difficultés avec une certaine catégorie de personnes? Je pense notamment à des personnes morales, associatives, qui s'estimeraient ne pas devoir remplir leurs obligations déclaratives, notamment parce que leur cause, qu'elles jugent légitime, les en exonérerait. Voilà les 5 questions que j'ai à vous poser, qui sont, à mon avis, importantes et qui justifient ce matin votre audition. Je vous donne la parole et ensuite je prendrai les orateurs. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Merci pour votre invitation à vous présenter le rapport d'activité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. 2022, vous l'avez dit, Monsieur le Président, a été une année exceptionnelle pour les responsables publics et la Haute Autorité. Vous le savez, le socle de la Haute Autorité, c'est l'accompagnement, le contrôle de 18 000 responsables publics, élus comme non élus, afin de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts, d'enrichissement personnel, de contribuer à garantir aux yeux des citoyens la probité des responsables publics. C'est aussi le contrôle des mobilités professionnelles entre les secteurs publics et privés, de 15 000 agents publics exerçant les fonctions les plus stratégiques. Or, l'enjeu est important, il était d'autant plus en 2022 que c'était une année chargée sur le plan politique et électoral. 2022 a ainsi donné lieu à une intense activité d'accompagnement et de conseil de la Haute Autorité. Nous avons renforcé nos activités d'accompagnement de nos publics dès la fin de l'année 2021. Accompagnement individuel par téléphone ou par écrit, sessions d'information, webinaires, à l'intention justement de celles et ceux qui doivent remplir des déclarations. Et pour chacune des échéances électorales, nous avons procédé à de très nombreuses relances lors des campagnes de dépôt pour que les déclarants respectent les délais que prévoit la loi.
Il y a eu une intense activité déclarative de la part des responsables publics. 5245 responsables et agents publics ont déposé plus de 10 659 déclarations de patrimoine ou d'intérêt auprès de la haute autorité. 41 dossiers concernant principalement des élus locaux ont été transmis au procureur de la République pour non-dépôt de déclaration. Or, nous observons des taux de dépôt dans les délais avant relance qui sont inégaux selon les catégories de responsables publics. Ils sont en amélioration depuis un certain nombre d'années. En témoigne d'ailleurs celui des députés élus en 2022, nettement meilleur qu'en 2017. Des divergences sont néanmoins à observer entre le dépôt des déclarations initiales, celles que vous déposez au début de vos fonctions, et celles de fin de mandat. Pour l'ensemble des déclarants, le taux de dépôt dans les délais des déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat est de 49% seulement, contre 74% pour les déclarations initiales. Il y a donc quelques marges de progrès. D'où un travail important de relance. 545 relances pour non-dépôt dans le délai ont été adressées. 193 injonctions après relance et, je le disais, 41 dossiers transmis au procureur de la République pour défaut de déclaration. Donc, cette intense activité déclarative implique une intense activité de contrôle de la situation des responsables publics. 4170 déclarations ont été contrôlées, notamment des responsables publics parmi les plus importants, déposées en début et en fin de mandat. Alors, la part des déclarations initiales entièrement conformes aux exigences d'exhaustivité, d'exactitude et de sincérité que nous impose la loi au niveau du contrôle demeure stable, c'est de l'ordre d'un tiers. Plus de 60% des déclarations contrôlées font l'objet de demandes de modification dans l'objectif de rendre ces déclarations plus claires et plus exactes pour le citoyen. 10 dossiers ont été transmis à la justice pour des manquements déclaratifs ou des manquements à la probité. J'aurai l'occasion d'y revenir. 10 dossiers, 41 dossiers, c'est peu de dossiers par rapport à la totalité des personnes concernées. Pour répondre à votre question, j'y reviendrai. Dans l'ensemble, l'immense majorité des responsables publics remplissent correctement leurs obligations déclaratives. Alors, l'activité de contrôle des déclarations et d'accompagnement des députés et des membres du gouvernement a été particulièrement soutenue. Les contrôles approfondis de la haute autorité ont contribué à améliorer significativement la qualité des déclarations mises à la disposition des citoyens. La prévention des conflits d'intérêts est un objectif majeur et un sujet qui retient, vous le savez, tout particulièrement l'attention de la société civile. S'il n'est pas interdit, heureusement d'ailleurs, d'avoir des intérêts et même des conflits entre ces différents intérêts, la neutralité de la décision publique doit toujours être protégée car elle vise l'intérêt général. Ainsi, plusieurs membres du gouvernement se sont vus imposer un décret de déport destiné à prévenir les risques de conflit d'intérêts ou de prise illégale d'intérêts. Or, plus largement, notamment au niveau des élus locaux, 7 contrôles de déclaration sur 10 conduisent la haute autorité à demander des mesures de prévention d'une situation de conflit d'intérêts. Je réponds là à une de vos questions. Ça n'est pas anormal qu'il y ait plus de déclarations d'intérêt au niveau des élus locaux qui nécessitent de notre part un certain nombre de mesures de prévention. À partir du moment où, quand on est élu local, très souvent, on continue d'avoir des activités professionnelles, d'où un risque là de conflit d'intérêts. Nous avons publié récemment notre doctrine en matière de conflit d'intérêts public pour les élus locaux à la suite de l'adoption de la loi 3DS qui, pour partie seulement, a pu clarifier les sujets de conflit d'intérêts public-public, puisque vous savez que
que la France est le seul pays, d'ailleurs, à connaître un conflit d'intérêts public-public. Lors de la publication des déclarations d'intérêt et d'activité des députés, la Haute Autorité a également diffusé une analyse des données qu'elles contiennent. Elle portait sur les activités professionnelles des députés de la 16e législature, mais aussi sur leurs fonctions et mandats électifs, et comprenait des comparaisons avec les résultats de l'étude portant sur la législature précédente. Cette analyse a montré notamment que l'Assemblée nationale, renouvelée pour moitié suite aux dernières élections législatives, était composée dans sa grande majorité de députés qui avaient exercé une activité professionnelle au cours des 5 années précédant leur mandat, 70%, les 2 tiers d'entre elles étant exercées dans le secteur privé. Un député sur 6 entendait conserver au moins une activité professionnelle au cours de son mandat, et un député sur 2 détient un autre mandat électif, dans près de 40% desquels il s'agit d'un mandat de conseiller municipal. Une dernière statistique qui peut vous intéresser, les déclarations publiques sur le site ont été consultées plus d'1 million de fois. Enfin, qui dit année politique et électorale exceptionnelle, dit aussi année exceptionnelle en matière de contrôle des mobilités publiques-privées. Alors, la Haute Autorité joue ici un rôle de régulation. Elle est systématiquement à la recherche d'un équilibre entre différents intérêts à concilier, permettre des passages entre les secteurs publics et privés, contrairement parfois à ce que j'entends, ça n'est pas interdit, tout en veillant à défendre l'impartialité de l'action publique et protéger les responsables et agents publics contre les risques de nature pénale et déontologique pouvant résulter de leur projet. Et là, peut-être que j'aurai l'occasion de répondre à des questions, mais nous appliquons strictement la loi votée par le législateur. 2022 a été marqué par un nombre de saisines record, 639, en augmentation de 93% par rapport à l'année dernière. Nous nous sommes organisés pour traiter l'ensemble dans des délais raisonnables, souvent bien en deçà des délais légaux, en particulier les avis préalables à la nomination des collaborateurs du président de la République ou des membres de cabinets ministériels ayant exercé dans le secteur privé. Ils sont d'ailleurs à peu près de l'ordre de 30% dans les cabinets ministériels issus du privé. Donc à chaque fois, la Haute Autorité doit exprimer un avis de prénomination, et dès que les personnes repartent dans le privé, il doit y avoir également un avis de la Haute Autorité. Alors, s'agissant plus précisément des mobilités vers le secteur privé, qui mettent davantage en jeu la nécessité de protéger l'intérêt public, près de 80% des avis sont des avis de compatibilité avec réserve qui sont destinés à prévenir les risques d'ordre pénal ou déontologique. Les avis d'incompatibilité adoptés lorsqu'aucune mesure de précaution ne permet de prévenir les risques identifiés concernent principalement ces projets de reconversion professionnelle qui présentent plus de risques de nature à compromettre l'indépendance et l'impartialité de l'administration ou de prise illégale d'intérêt. Ces avis d'incompatibilité stricts sont de l'ordre de 6,3%. Ça relativise aussi quelques commentaires que l'on peut entendre ici ou là. Les avis d'irrecevabilité et d'incompétence sont désormais en nombre très limité, moins de 4%, à comparer avec les 30% constatés en 2020. Ça traduit, je crois, une meilleure appropriation des autorités hiérarchiques dans l'administration de ces nouvelles dispositions législatives votées en 2019. 4 dossiers ont été transmis à la justice dans le cadre du contrôle des mobilités entre les secteurs publics et privés. Or, 2022 a été aussi une année charnière pour la régulation de la représentation d'intérêts. S'agissant de l'activité de contrôle de la Haute Autorité, l'année 2022 a été marquée par une très forte augmentation du nombre de mises en demeure de représentants d'intérêts inscrits au registre pour défaut de déclaration, 76 mises en demeure contre 1 en 2021. 19 d'entre elles ont été rendues publiques sur le site de la Haute Autorité qui, pour la première fois, a transmis 8 dossiers au parquet.
Lorsqu'elles déposent, les entités inscrites doivent bien sûr convenablement déclarer leurs actions de représentation d'intérêt. 55 contrôles ont conduit à des modifications sur ce point. Et s'agissant des non-inscrits, les contrôles de la Haute Autorité ont conduit à l'inscription de 38 organismes. L'inscription est évidemment essentielle car c'est bien elle qui permet aux citoyens de s'informer sur l'influence de la société civile sur la décision publique. En 2022 était également l'année de l'extension du dispositif d'encadrement de la représentation d'intérêt aux collectivités territoriales et à certains agents publics, entré en vigueur le 1er juillet. Nous avons produit plusieurs ressources documentaires destinées à faciliter son appropriation par les représentants d'intérêt, dont un vade-mecum consacré à l'identification des nouveaux responsables publics auprès desquels une entrée en communication pouvait être qualifiée d'action de représentation d'intérêt. Nous avons eu aussi des échanges avec les associations d'élus et les associations de représentants d'intérêt. Cette intégration du lobbying à l'échelon local a entraîné plus de 300 nouvelles inscriptions représentant près du quart de l'ensemble des activités déclarées pour l'année 2022. Pour répondre à votre question, oui, il y a des réticences parfois à vouloir s'inscrire sur le registre des représentants d'intérêt, certains estimant que leurs travaux étant d'intérêt général, ils n'ont pas à s'inscrire sur le répertoire des représentants d'intérêt. On a eu quelques échanges, parfois difficiles, avec notamment un certain nombre de think tanks. Bon, nous leur avons expliqué que le législateur n'avait pas fait d'ailleurs de distinction entre l'intérêt général et les intérêts particuliers, et que, à partir du moment où on intervenait pour influencer une décision publique, ça pouvait être considéré comme une action de représentation d'intérêt au terme de la loi, et que le législateur a prévu d'exclure un certain nombre de catégories du périmètre de la loi, mais n'a pas écarté les think tanks. Voilà. Donc, nous verrons, puisque nous avons l'Institut Montaigne qui a engagé une action devant le Conseil d'État, à la fois en référé et sur le fond, remettant en cause une demande de renseignement exprimée de notre part. L'action en référé a été jugée et a été repoussée. Donc nous attendons maintenant la décision de fond du Conseil d'État. Je m'étonne parfois des arguments avancés pour remettre en cause l'inscription au répertoire des représentants d'intérêt en disant que ça pouvait remettre en cause l'indépendance ou bien la liberté des think tanks. Je ne pense pas que le législateur, en mettant en place le registre de représentants d'intérêt, a voulu remettre en cause l'indépendance ni la liberté des personnes susceptibles d'être inscrites. On entend parfois des arguments curieux en défense pour essayer de se soustraire à un certain nombre d'obligations imposées par la loi. Alors la question de la régulation du lobbying à l'échelon local va constituer sûrement un enjeu majeur des années à venir, et il est important que ces acteurs s'approprient le dispositif en vigueur. Nous allons publier prochainement de nouvelles lignes directrices. Autre enjeu en matière d'influence, c'est la question de l'ingérence étrangère, qui retient beaucoup l'attention ces derniers mois, étant précisé que ce sujet porte sur plusieurs missions d'ailleurs que peut avoir la Haute Autorité, notamment la régulation du lobbying, les mobilités publiques-privées, avec la possibilité de rejoindre telle ou telle entreprise sous influence étrangère, et le contenu des déclarations d'intérêt et de patrimoine qui doivent aussi faire état d'un certain nombre d'informations. Alors ces enjeux, alors nous sommes convenus, d'ailleurs nous avons lancé un travail en
en relation avec l'OCDE sur ce sujet. Dès que ce travail sera réalisé, je serai à votre disposition, bien sûr, pour vous le présenter, et étant entendu que c'est un sujet majeur aujourd'hui, on le voit bien. Par rapport aux activités d'un certain nombre de pays. Alors, tous ces enjeux montrent aussi, et je sais que vous y êtes sensible, qu'une révision du dispositif d'encadrement du lobbying est de plus en plus souhaitable. J'ai eu l'occasion au cours de ces derniers mois de m'exprimer à de nombreuses reprises sur le sujet. J'ai d'ailleurs été auditionné par vous ou par d'autres commissions au Sénat à 8 reprises sur une période de 2 à 3 ans sur l'ensemble de ces sujets où à chaque fois nous nous sommes efforcés de faire le bilan de la mise en place de ce répertoire qui est selon nous un bilan demi-teinte, à la fois un bilan extrêmement positif à partir du moment où la loi Sapin II a reconnu d'une certaine façon la représentation d'intérêt, et c'est une activité qui existe, qui est légitime. Le problème, c'est qu'elle doit pouvoir se faire en toute transparence et respecter un certain nombre de règles déclaratives et déontologiques. Alors là, la difficulté, c'est que il y a un certain nombre de possibilités de contourner la loi, que le dispositif en vigueur ne permet pas toujours d'avoir les informations nécessaires pour assurer justement la transparence qu'avait voulu le législateur à l'époque sur la traçabilité et l'influence sur la décision publique, d'où un certain nombre de propositions que l'on peut faire pour conforter ce dispositif. Et je suis prêt, bien sûr, à répondre à vos questions là-dessus. Il y a un certain nombre d'aberrations qui ont été bien identifiées, je crois, par un certain nombre de missions d'information mises en place par votre commission des lois, par la mission Flash, qui a eu l'occasion de formuler un certain nombre de propositions tout récemment. Bon, il y a cette curiosité que les actions de représentation d'intérêt s'apprécient au niveau des personnes physiques et non pas de la personne morale, alors même qu'on voit bien que c'est au niveau de l'entité de la personne morale qu'il peut être intéressant d'identifier les influences sur la décision publique. Le critère de l'initiative a pour conséquence que les grosses entités n'ont pratiquement rien à déclarer à partir du moment où elles sont systématiquement invitées par les pouvoirs publics, systématiquement consultées. Et le paradoxe, c'est donc que, je ne sais pas, la fédération de boucherie de tel département a plus d'obligations déclaratives que telle ou telle grosse entreprise française, telle ou telle grande entreprise française. Vous constaterez en regardant notre répertoire que des entreprises comme Dassault ou Vinci déclarent en fait assez peu d'actions. Bon. Je crois qu'il serait naïf de penser que ces entreprises n'interviennent jamais pour essayer d'influencer la législation ou la réglementation. Alors, nous sommes 10 ans après les lois de 2013 et il y a un certain nombre de choses qui sont effectivement extrêmement positives. Mais des évolutions restent selon nous possibles et nécessaires pour aller plus loin. Je crois que le bilan de la haute autorité est aujourd'hui reconnu, que la haute autorité est ancrée dans le paysage institutionnel français. Son champ d'intervention s'est accru au fil des ans par des missions nouvelles que lui a confiées le législateur, preuve de la confiance, je crois, que lui accorde le législateur. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'organiser, la présidente de l'Assemblée nationale l'a accepté, un colloque en octobre, je vous en ai dit un mot aussi, Monsieur le Président, sur les 10 ans justement de la haute autorité.
Les principaux responsables ou agents publics sont désormais accompagnés, contrôlés tout au long de leurs fonctions, que ce soit lors de leur entrée dans la vie publique, pendant ou lorsqu'ils en sortent. 10 ans après, c'est un recul intéressant pour savoir comment pourrait évoluer encore le dispositif français d'intégrité. Il doit pouvoir évoluer en référence à ce qui se fait dans d'autres pays, ou à l'initiative d'institutions comme l'OCDE, le GRECO, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. Cette dimension internationale est importante. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons souhaité créer, avec 11 autres pays de l'Union européenne, un réseau européen d'éthique publique chargé de porter des propositions auprès des institutions de l'Union européenne. Et autour de la haute autorité, la dynamique doit être globale, se faire bien sûr en coordination avec les différents acteurs de la probité. Les référents déontologues que vous avez institués en font partie, et c'est pourquoi nous y portons une attention toute particulière, en échangeant régulièrement, en étant à la disposition d'ailleurs de ces référents déontologues pour leur faire connaître la doctrine de la haute autorité, pour organiser des rencontres annuelles. Nous les avons d'ailleurs réunis la semaine dernière au Sénat. Il y avait à peu près 150 référents déontologues qui étaient présents. Alors nous formulons, vous l'avez dit, un certain nombre de propositions depuis un certain nombre d'années. Nous souhaiterions que la haute autorité puisse être dotée d'un pouvoir de sanction propre. Alors l'idée n'est surtout pas de se substituer au juge pénal, mais en certaines circonstances, une amende administrative nous paraît plus appropriée qu'une poursuite au niveau pénal. Je pense notamment lorsque un déclarant justement ne remplit pas ses obligations déclaratives, à la fois de déclaration d'intérêt comme de déclaration de patrimoine. Nous pensons qu'une sanction administrative serait beaucoup plus rapide, beaucoup plus incitative. Là, aujourd'hui, que faisons-nous dans ce type de situation qui, une fois de plus, sont extrêmement peu nombreuses? Nous avons transmis une quarantaine de dossiers sur l'année 2022. Bon, mais ce sont des situations qui marquent, parce que le citoyen s'en rend compte, et qui, du coup, rejaillissent sur l'ensemble. Et le problème aujourd'hui, c'est que ceux qui ne déposent pas sont extrêmement rarement sanctionnés, puisque nous leur adressons des relances, une injonction, et une fois les relances passées, une fois les injonctions passées, nous transmettons au parquet. Mais nous avons des parquets qui sont assez débordés, et qui peuvent ne pas toujours considérer ces sujets comme étant prioritaires, ce qui fait qu'on peut avoir 2 ans ou 3 ans après, des personnes non sanctionnées avec des citoyens qui nous interpellent en disant « mais on ne comprend pas sur votre site tel élu qui vous devait des déclarations d'intérêt, des déclarations de patrimoine ne les a pas remplies, et qu'en est-il » Voilà. On ne peut que répondre que, pour le moment, aucune sanction n'a été prise. Donc c'est pour cela que nous souhaiterions que dans ce type de situation, on puisse effectivement, avant de transmettre au juge pénal, s'il y a récidive, pouvoir, à travers une commission des sanctions qui serait indépendante, bien sûr, du collège de la haute autorité, pouvoir décider d'une amende administrative dans cette situation. Parce que non seulement il y a non-respect de la loi, avec le non-dépôt, mais pendant tout ce temps-là, il n'y a pas de contrôle. Bon. Ni de mesures de prévention, d'ailleurs, de conflits d'intérêts. Donc c'est une situation qui est doublement gênante. Nous formulons aussi une proposition s'agissant des ministres. Nous constatons que le délai de dépôt des déclarations d'intérêt pour les ministres peut s'avérer long, puisqu'ils ont 2 mois pour déposer une déclaration d'intérêt, comme leur déclaration de patrimoine. Pour la déclaration de patrimoine, ça ne pose pas de difficulté.
2 mois pour une déclaration d'intérêt, avec en plus le mois ou les 2 mois de contrôle nécessaires pour la haute autorité. Ça peut faire 3-4 mois. Pendant ce temps-là, des ministres peuvent parfaitement se trouver en situation de conflit d'intérêts, voire même de prise illégale d'intérêt. Donc, nous avons attiré l'attention du Président de la République et de la Première ministre sur ce point et nous leur avons proposé que dès la première semaine de nomination, le ministre puisse s'interroger sur, en liaison avec le secrétariat général du gouvernement, avec nous-mêmes. D'ailleurs, nous sommes tout à fait disponibles, bien sûr, pour les ministres, pour analyser leur situation, pour qu'ils puissent prévenir toute situation de conflit d'intérêts et que des arrêtés de déport, des décrets de déport puissent être pris le plus rapidement possible. Nous proposons aussi qu'un certain nombre de responsables qui aujourd'hui ne sont pas dans le champ de contrôle des mobilités puissent le devenir. Je pense par exemple au président de l'UGAP, aux responsables de l'UGAP, aux responsables de Solideo, qui, vous le savez, est la société qui, justement, a beaucoup de contacts dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques avec les entreprises. Ces personnes-là, lorsqu'elles souhaitent aller dans le privé, ne sont pas contrôlées, comme d'autres le sont. Les risques sont d'autant plus forts lorsque vous êtes à la tête d'établissements publics comme l'UGAP ou comme Solideo. Enfin, je l'évoquais tout à l'heure, nous proposons que le dispositif d'encadrement du lobbying puisse être simplifié, à la fois avec un certain nombre de précisions qui pourraient être apportées par le législateur, avec la question du critère de l'initiative, mais aussi avec la nécessité, selon nous, de mieux définir le champ de la décision publique concernée. Bon, nous avons un décret qui, dans son envolée, a considéré que toute décision publique pouvait être concernée par le dispositif, ce qui pose un vrai sujet de définition du champ de la décision publique concernée, surtout lorsque vous étendez le dispositif aux collectivités territoriales. Donc nous serions tout à fait preneurs que le législateur puisse cerner la décision publique qui doit être concernée par le dispositif. Alors l'ensemble de ces évolutions pourrait contribuer à renforcer la confiance des citoyens dans leurs représentants. Nous sommes parfois accusés d'accentuer une forme de suspicion à l'égard des responsables publics lorsque nous nous opposons à une mobilité vers le privé ou lorsque nous transmettons un dossier au parquet. Je considère que ce n'est pas en cassant le thermomètre que l'on fait baisser la fièvre. Et je pense que toutes ces évolutions ont été extrêmement utiles. L'ensemble de nos contrôles, je n'hésite pas à le répéter, à le dire, démontre que l'immense majorité des responsables publics exercent leur mission avec probité, avec honnêteté. Alors il y a des manquements qui existent, ils sont regrettables, heureusement marginaux et en toute petite quantité. Alors malgré cela, il y a un fort sentiment de défiance, hein, et nous constatons, nous, un décalage entre ce sentiment de défiance qui existe dans l'opinion publique. Hein, les dernières enquêtes Cevipof montrent que 2/3 des Français estiment que leurs responsables publics, leurs élus, ne sont pas honnêtes. Bon, ce qui est grave dans une démocratie, ce qui est préoccupant, et cela ne correspond pas du tout aux résultats des contrôles que nous faisons. Bon, puisque nous pouvons constater qu'une immense majorité des responsables publics exercent leurs fonctions de façon très, très honnête. Alors, je crois que les citoyens ignorent en grande partie tout ce qui a été mis en place depuis un certain nombre d'années sur le contrôle des responsables publics. Moi, il m'arrive de faire des conférences à l'intention des citoyens. Je constate qu'à la fin, ils me posent énormément de questions.
Et à la fin, d'ailleurs, ils disent « nous ne savions pas tout ça ». Bon, mais aussi bien sur les ministres que sur les parlementaires, que sur les responsables publics, il y a aujourd'hui des contrôles. On identifie mieux ceux qui manquent à leurs obligations. Et aujourd'hui, la justice sanctionne beaucoup plus qu'hier ce type de comportement. Donc ces contrôles ne doivent pas être vus, je pense, par les responsables publics comme une contrainte, mais au contraire comme un moyen de garantir aux citoyens que l'exercice des fonctions se fait tout à fait honnêtement. Je plaide pour ma part pour que vous puissiez en parler plus souvent, qu'une politique publique de lutte contre les atteintes à la probité soit mieux identifiée qu'elle ne peut l'être aujourd'hui dans notre pays. Elle est très dispersée. Vous n'en parlez jamais. Le Parlement n'en débat jamais, sauf quand il s'agit de mettre en place des dispositifs après des scandales. Et je trouve que plus on parle des choses, plus ça peut faire comprendre aux citoyens qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui existent et qui sont là pour leur garantir justement cette probité. Il serait logique, je trouve, que le Parlement puisse en débattre chaque année au niveau d'une mission qui leur serait présentée, chaque année également au niveau aussi de l'appréciation des résultats de cette politique publique qui peut être mise en place. Je pense que ça pourrait, même si je suis bien conscient que ça n'est pas obligatoirement la seule raison de la défiance des citoyens vis-à-vis de l'ensemble des responsables publics, élus mais pas seulement, y compris vis-à-vis des autorités administratives indépendantes, mais que ça pourrait quand même contribuer à conforter la confiance ou à faire diminuer cette défiance. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai peut-être été un peu trop long, mais voilà le rapport d'activité que je voulais vous présenter. Je vous remercie. Avant de donner la parole à nos collègues, peut-être, évidemment, je vous remercie d'abord pour les réponses que vous avez apportées aux questions que j'ai posées, à toutes, ce qui est rare de répondre à toutes les questions, puisque je suis souvent obligé de les reposer. Vous dire simplement que, malgré tous les accords que j'ai avec vous, ce que vous avez dit, peut-être une réserve, puisque l'une des premières lois de 2017 concernait justement la transparence dans la vie politique, avec des évolutions ensuite qui ont concerné le bureau de l'Assemblée nationale, des évolutions extrêmement importantes qui ignorent nos concitoyens sur la suppression des régimes spéciaux de retraite, la suppression des régimes spéciaux de retour à l'emploi, l'alignement pour les questions de contrôle des frais de mandat, l'interdiction de l'emploi pour les parlementaires, la suppression de certaines mesures qui font aujourd'hui débat, mais qui, de mon point de vue, sont tout à fait justifiées, de la réserve parlementaire, avec cette allocation discrétionnaire pour le parlementaire d'une certaine partie de subvention. Et puis, la mission d'un flash qui a été confiée à nos collègues a priori de décret qui relevait donc de la compétence du gouvernement pour la question de l'encadrement du registre des représentants d'intérêt et qui donnera certainement lieu à une proposition de loi transpartisane, c'est mon souhait. Donc à un débat au Parlement, ce qui veut dire aussi qu'à la Commission des lois, nous nous saisissons de ces objets et votre audition ici en est un témoignage assez certain avec les évolutions législatives que... Ce n'était pas une critique vis-à-vis de la Commission des lois. Je sais bien, mais c'est une façon d'appréciation d'ensemble. C'est une façon de mettre en perspective et en lumière le travail que nous conduisons. En tout cas, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui et en témoigne la liste des inscrits que je vais énumérer désormais. Monsieur Jean-Pierre Pont. Oui, merci Monsieur le Président. Merci de votre présence, Monsieur le Président. Et d'une certaine façon, à votre tour, de votre déclaration devant la Commission des lois. L'obligation de déclaration de situation matrimoniale et déclaration d'intérêt permettent une transparence indispensable à la vie politique. Cette transparence ne se limite pas en début et en fin de mandat, puisque toute modification doit être rapidement notifiée à la HATVP, notamment les modifications personnelles familiales. Actuellement, il faut aussi détailler ligne par ligne, par exemple, un plan d'épargne-action. Mais vos services, par leurs compétences et leur efficacité, nous apportent une aide précieuse. Permettez-moi maintenant de revenir sur un autre aspect. Ces déclarations à votre organisme sont publiques. Loin de moi l'idée de contester ce point, mais leur confidentialité me semble anormalement et fréquemment remise en cause. Comme vous ne l'ignorez pas, un contribuable, s'il réside dans le même département, est en droit de consulter les déclarations fiscales de ses voisins. En revanche, il a interdiction d'en communiquer le contenu, même partiellement, ou de le publier.
Les déclarations d'état de fortune auprès de la HATVP des parlementaires, ministres et du personnel politique sont également consultables dans les préfectures par tout citoyen. À ma connaissance, ces informations sont soumises au même régime de confidentialité que les déclarations fiscales. Est-il donc normal de les retrouver diffusées régulièrement dans la presse sans manifestement aucune sanction ? Est-il normal, par exemple, que des députés fassent publiquement mention, quelquefois même en séance, du contenu des déclarations à la HATVP de leurs collègues ? Quelles sanctions peuvent être prises et par quelle autorité contre ces débordements inacceptables ? Je vous remercie. Merci, Madame Edwige Diaz. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur le Président, votre institution, qui est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, exerce une mission primordiale de contrôle de la probité de l'action publique et de ses représentants. À l'occasion de la parution de votre rapport d'activité, dans lequel vous revenez sur la tenue de vos missions de contrôle des déclarations de patrimoine et d'intérêts, vous avez notamment pu utiliser les termes de trou dans la raquette afin d'évoquer des manquements dans la transparence de la vie politique en France, aussi bien au niveau local que national. Concluant la synthèse de l'activité de vos services pour l'année 2022, vous émettez un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles on retrouve la nécessité de renforcer les prérogatives de contrôle de la haute autorité en lui accordant un pouvoir de sanction administrative. Pourriez-vous revenir sur ce point, s'il vous plaît, en nous donnant vos pistes de réflexion ? Vous avez commencé à les aborder tout à l'heure. Vous préconisez également, concernant le contrôle des membres du gouvernement, l'instauration d'un questionnaire de prévention des conflits d'intérêts dans la semaine suivant la nomination d'un ministre. Même question, pourriez-vous nous préciser comment vous voyez les choses et quel serait éventuellement votre pouvoir de coercition ? Enfin, concernant le niveau local, vous avez estimé lors d'un entretien à la presse que les élus locaux sont plus exposés au lobby que les élus nationaux. Un an après l'entrée en vigueur du dispositif d'encadrement des élus locaux, quel bilan pouvez-vous en faire ? Je vous remercie. Madame Raquel Garrido. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, d'abord vous remercier pour votre rapport, pour le bilan aussi, tout le travail depuis de nombreuses années de votre Haute Autorité de la transparence de la vie publique et qui, je crois, répond à une aspiration profonde de la société française d'améliorer la qualité des gouvernants et des responsables publics. Récemment, une actualité nous alarme, c'est la perte de l'agrément de l'association Anticor, qui, comme vous le savez, est un élément décisif, une composante décisive de cette lutte pour la probité des responsables publics dans notre pays. En réalité, j'ai regardé l'évolution de ce dossier. L'arrêté prolongeant l'agrément d'Anticor qui a été pris par le Premier ministre Jean Castex en 2021 était en réalité mal rédigé, mal fagoté. Il reconnaissait que les obligations légales auxquelles doit s'astreindre Anticor, c'est-à-dire le fait d'être désintéressé, le fait d'avoir un fonctionnement normal, n'était pas mis en cause, mais il y avait une rédaction qui semblait dire le contraire. Résultat des courses, le tribunal administratif n'a pu faire autrement en 2023 que d'annuler cet agrément. Alors, c'est une situation qui est très dommageable. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a, dès le départ, un problème dans l'idée même que c'est l'exécutif qui accorde cet agrément, c'est-à-dire est-ce que c'est pas l'autorité, est-ce que c'est normal que ce soit l'autorité contrôlée en quelque sorte qui accepte ou qui donne l'autorisation de contrôler? Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être il ne faudrait pas du tout d'agrément, comme ça existe dans certains pays, ou alors que cet agrément soit délivré par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique? C'est une proposition qui a été faite par de nombreux législateurs, et d'ailleurs nous pourrions en débattre très rapidement dans le cadre de la loi d'orientation de programmation pour la justice qui va être discutée et examinée ici en début juillet. Monsieur Raphaël Schellenberger. Merci beaucoup, monsieur le Président. Monsieur le Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, merci pour votre propos introductif. Mes questions se concentreront sur cette notion nouvelle de possibilité de conflit d'intérêts entre deux intérêts publics. Vous avez souligné dans votre propos introductif qu'il n'y a qu'en France qu'on avait imaginé cela. Ça n'est pas sans poser un certain nombre d'interrogations dans
dans le quotidien de l'exercice des mandats, et je pense notamment aux mandats locaux, puisque dans toutes les collectivités, le système délibératif est devenu particulièrement complexe, avec des déports quasi systématiques sur toutes les délibérations, qui concernent, dès qu'elles concernent des structures satellites, des collectivités, des associations, dans lesquelles l'un ou l'autre élu pourrait avoir des intérêts. Or, il se trouve souvent que dans un certain nombre de collectivités, les élus siègent dans ces associations, je pense souvent dans les conseils d'administration, au titre de leur mandat, et ont été préalablement envoyés par la collectivité en mission confiée, siéger, occuper une fonction qui revient de droit à une personne désignée par la collectivité. Et finalement, on se retrouve dans des systèmes où les collectivités organisent les déports de façon plus ou moins à droite, dans des volumes conséquents à l'occasion de commissions permanentes, séances publiques, en créant quasi systématiquement un risque juridique sur les délibérations pour les élus in situ personae, alors qu'ils ne font que représenter la collectivité au sein de ces conseils d'administration. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce sujet-là, qui est finalement un des grands pourvoyeurs de ce concept de conflit d'intérêts entre intérêt public localement qui reste relativement abstrait? Madame Blandine Brocard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Migaud, votre haute autorité, mes collègues l'ont dit, fonctionne bien, très bien, et même il me semble que ça pourrait être un modèle de ce que pourrait être nombre de nos autres autorités indépendantes. D'abord accompagner, conseiller, puis conseiller encore, avant de contrôler et de sanctionner, via le parquet, vous l'avez rappelé. 2 points que je souhaiterais soulever. Ça me semble tellement bien fonctionner que l'on est tenté de vous confier toujours plus de tâches. Alors on pourrait évoquer, par exemple, le contrôle de la transparence et des conflits d'intérêts des médias, de tout type d'influence, ou comme cela semble être question, de certains types d'associations, celles, si j'ai bien lu votre rapport, habilitées à ester en justice. Mais j'ai donc senti, quelquefois, dans votre rapport, ici ou là, une sorte d'appel à l'aide, comme quoi vous seriez un peu débordé, page 78. Le traitement de ces dossiers devant respecter un délai de 15 jours, un tel nombre de saisines sur une période aussi courte a constitué une contrainte particulièrement forte pour le collège. Première série de questions. Quelles prérogatives seriez-vous en mesure d'acquérir? Vous avez évoqué le pouvoir de sanction administrative, et avec quels moyens? Second point qui concerne la transparence, à laquelle nous sommes attachés. Je m'interroge cependant sur les données publiées, patrimoniales notamment, et sur l'utilisation qui en est faite. Ce qui devrait n'être qu'une sorte d'état des lieux d'entrée-sortie et de prévention des conflits d'intérêts me semble malheureusement être essentiellement utilisé pour stigmatiser telle ou telle possession d'un élu ou d'un ministre, la situation de son conjoint, voire l'absence de patrimoine qui devient suspecte, ça m'est arrivé. Mais je n'ai en revanche jamais vu utiliser ces publications pour souligner la probité des élus, ce qui concerne, c'est important de le rappeler, une immense majorité d'entre nous. Aussi, Monsieur le Président, pourrait-on émettre le souhait que votre prochain rapport nous présente un état des lieux de ce qui est fait de ces données publiées, afin d'évaluer si l'objectif de transparence ne concourt pas davantage à vilipender les élus, plus qu'à démontrer leur probité. Je vous remercie. Madame Cécile Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de la présentation de ce rapport. C'est important, effectivement, que de dire, 10 ans après, ce qu'est devenu la HATVP, c'est-à-dire une institution ancrée dans nos institutions démocratiques. Ce que j'observe, c'est que les élus se comportent bien. Je pense que chaque fois qu'il y a de mauvais comportements, il faut, au regard de cela, rappeler que la très grande majorité des élus ne sont pas dans cette disposition. C'est important pour renouer avec la confiance dont vous nous avez fait état. Alors moi, j'ai plusieurs questions. La première, sur les référents déontologues qui ont été mis en place au 1er juin 2023 à destination des élus locaux. Et je pense que c'est un bon amendement pris par le gouvernement, en particulier Sébastien Lecornu, dans le cadre de la loi citoyenneté. On a un problème local. Les centres de gestion viennent me voir en me disant « Nous pouvons être l'outil utile pour organiser au niveau des collectivités locales et en particulier les petites communes, être l'outil mettant en correspondance le référent déontologue qui peut exister sur le territoire
est la commune désireuse d'offrir, et dans l'obligation d'offrir depuis juin, ce service à ses élus. Pour le moment, nous avons une difficulté avec le ministère de l'Intérieur. J'ai saisi d'ailleurs Gérald Darmanin de ce sujet. Et je pense qu'il faudrait qu'on clarifie ce point. Parce que les élus locaux ne veulent pas que ce soit une charge supplémentaire. Et la proposition d'un travail en lien avec le centre de gestion, pas obligatoire, mais cette possibilité doit leur être préservée, me semble-t-il. Ça, c'est ma première question. Et si vous pouviez agir sur ce point, si vous rejoignez ma préoccupation, je vous en remercie. Ma deuxième question, j'ai plus beaucoup de temps, c'est évidemment sur Anticor. Nous avons fait une mission qui concluait pour les associations en capacité à agir de délivrer l'amendement par la HATVP. Quels moyens, du coup, devriez-vous bénéficier? Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach, pour le groupe. Merci, Monsieur le Président. Mais quand on arrive dans les dernières, quasiment toutes les questions que j'avais prévu de poser l'ont été. Vous remercier, monsieur le Président, et peut-être apporter simplement un petit témoignage, notamment quand vous indiquez que l'accompagnement a été beaucoup plus important en 2022 qu'il l'avait été auparavant. Et c'est une réalité. Avoir un petit appel particulier sur notamment les difficultés parfois qu'ont les élus locaux, notamment quand ils siègent dans des conseils régionaux très importants, pour eux-mêmes savoir quasiment dans quels organismes ils siègent. C'est-à-dire qu'en début de mandat, quand vous venez d'être élu, vous êtes dans un tel nombre de lycées, d'organismes, d'associations, etc., qu'en toute bonne foi, la collectivité vous transmet une liste et heureusement vos services sont encore mieux informés parce qu'ils arrivent à découvrir des organismes dans lesquels les associations ignorent qu'ils siègent toujours alors que c'est une réalité. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense qu'on devrait aussi peut-être étudier, puisque les nominations des élus dans des structures représentant les collectivités font l'objet de délibérations, sur le fait que ces mêmes collectivités soient en capacité, elles, de transmettre. Parce que vous avez, encore une fois, certaines collectivités importantes dans lesquelles les élus siègent, qui ont un nombre d'agents qui pourraient permettre de pré-remplir peut-être ces déclarations. Bref, comment est-ce qu'on peut continuer à essayer d'accompagner les élus dans ce travail de simplification? Parce que si certains ont l'habitude, notamment en début de mandat, il est vrai qu'en fin de mandat, et vous expliquiez qu'il y avait une différence entre les déclarations, le nombre de déclarations en début de mandat qu'en fin de mandat, ce serait peut-être une aide précieuse. Monsieur Jérémy Jordanov. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la HATVP, merci de votre présentation, votre travail. Moi, j'avais également une question sur les agréments des associations. Si j'ai bien compris, il y en a deux des agréments. En réalité, un qui est donné par la HATVP et un par la garde des Sceaux ou la Première ministre s'il se déporte. Est-ce qu'il ne conviendrait pas de fusionner les deux au profit de la HATVP ou voilà, si vous avez d'autres suggestions sur ce mécanisme. J'avais une autre question sur ce qu'on appelle le pantouflage et le rétropantouflage, les allers-retours en fait entre le public et le privé. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de fonctions, et notamment les élus, où c'est très contrôlé, il y a une saisine obligatoire de la HATVP, mais en réalité, pour une grande majorité des agents publics, la procédure de droit commun, c'est une saisine interne et dans l'autorité hiérarchique, et il n'y a pas d'avis de la HATVP, sauf saisine express. Or, cette saisine, elle n'a eu lieu qu'une seule fois en 2022, selon votre rapport, et vous le dites vous-même, ce constat laisse planer un doute quant à la réalisation effective du contrôle par les administrations. Moi, j'ai en tête un exemple qui s'est passé récemment, le cas d'une administratrice principale des affaires maritimes détachée auprès du lobby européen de la pêche industrielle, sans avis subsidiaire de la HATVP, et visée par la suite par une enquête pour prise illégale d'intérêt, une enquête, je le signale au passage, déclenchée par un signalement d'Anticor.
D'où ma question, ne faudrait-il pas élargir la liste des fonctions visées par la saisine obligatoire de la HTVP? Est-ce que vous en auriez les moyens? Est-ce que, sinon, ne faudrait-il pas les augmenter? Et après, j'étais très intéressé par ce que vous disiez sur le manque de saisine du parquet suite au fait que les injonctions n'étaient pas respectées. Donc, je suis assez sensible à ce que vous proposez pour étendre le pouvoir de sanction administrative de la HTVP. Merci. Madame Marie-France Leroux. Oui, merci Président. Monsieur le Président de la HATVP, chers collègues, dans les propositions formulées par la Haute Autorité à la transparence de la vie publique, vous envisagez l'amélioration du contrôle des mobilités entre les secteurs publics et privés. Vous aspirez notamment à créer un contrôle des mobilités vers le secteur privé pour certaines catégories d'agents issus des PIC de l'État ou d'établissements publics spéciaux. Cette problématique me semble légitime, notamment parce que les intérêts de certaines institutions privées peuvent entrer en contradiction directe avec ceux de la nation. Or, pour prévenir toute atteinte à ces intérêts fondamentaux, il apparaît essentiel que ce contrôle du passage du public au privé s'exerce également dans les hautes sphères de l'État. Il me semble, par exemple, particulièrement délicat que d'anciens ministres puissent prétendre à des postes dans la sphère privée, dépendant du même domaine d'exercice que leur portefeuille passé. Ma question est donc la suivante, même si dans votre propos et votre exposé liminaire, j'ai eu une partie de la réponse. À quel poste entendez-vous étendre ce contrôle des profils passants du public au privé? Peut-on s'attendre à ce que ce contrôle agisse de manière rétroactive, de manière à ce qu'une personnalité ayant précédemment occupé un rôle important auprès de l'État soit prémunie de toute tentation d'user de son réseau et de ses compétences qu'il a acquis au service de l'État pour des intérêts privés? Je vous remercie. Monsieur Jean-François Coulombe. Oui, ça marche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la HATVP, en préliminaire, je voudrais dire que je suis quand même étonné qu'il y ait encore parmi nous des députés qui se plaignent de la transparence, puisque c'est un petit peu la teneur de ce que je viens d'entendre, au motif que ce serait une investigation exagérée de la part des citoyens de connaître le patrimoine de leurs représentants. Alors, moi, ma question va porter sur le site qui permet à tout citoyen de prendre connaissance d'une partie des intérêts de leurs élus. Aujourd'hui, c'est un site qui fonctionne relativement bien, qui est relativement simple et ergonomique, mais il est quand même étonnant qu'il y ait une dissociation entre le patrimoine foncier, immobilier et le patrimoine mobilier. Alors les valeurs mobilières sont connues. On a pu voir par exemple que pendant la discussion sur la loi retraite, on a pu établir certaines possessions qui pouvaient laisser entendre qu'il y a un conflit d'intérêts entre ce que votent les élus, si, Monsieur le Président, on s'en souvient très bien, et les textes sur lesquels portait la discussion en hémicycle. Mais moi je reviens sur la question du patrimoine foncier, immobilier. Pourquoi n'a-t-il pas le même traitement que le patrimoine immobilier dans la mesure où, par exemple, des décisions portant sur la construction de telle ou telle autoroute, par exemple, mettraient en conflit d'intérêts des élus qui ont, en raison d'une potentielle propriété foncière traversée par la dite autoroute, par exemple, on comprend bien qu'il serait quand même pertinent de pouvoir être éclairé sur ce point sans avoir besoin de passer par une démarche beaucoup plus sophistiquée qui est celle de la demande en préfecture. Et je pense que ça contribuerait également à affiner la confiance des citoyens dans leurs élus. Merci. Avant de donner la parole à M. Rudigo, je ne pense pas qu'on gagne collectivement à s'accuser mutuellement de conflit d'intérêts lorsque la HATVP elle-même a démontré que nous sommes des élus qui avons une certaine probité et qui a pu rendre public tous ces éléments à l'égard de nos collègues. Monsieur Thomas Rudigo, et ensuite vous répondrez, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Migaud, je souhaiterais aller sur un autre spectre de questions qui concerne le statut de l'élu local. Il y a beaucoup de questions car nous avons aujourd'hui de plus en plus de difficultés à attirer des personnes vers les fonctions d'élus locaux ou d'élus nationaux pour différentes raisons qui peuvent aller des violences qu'ils subissent aux incertitudes professionnelles que cela peut entraîner. Et justement, l'une d'entre elles concerne notamment la reconversion professionnelle des élus en fin de mandat. Je pense particulièrement aux élus locaux. Ça peut concerner évidemment les députés, les parlementaires.
notamment ceux qui sont des fois dans des collectivités de taille moyenne et qui quittent leur emploi pour occuper à presque 100% ou même à 75% la fonction pour laquelle ils ont été élus. Or, la loi aujourd'hui offre peu de protection. Il existe un droit à la réinsertion qui permet à un élu de suspendre son contrat et de retrouver son emploi à l'issue de son mandat, mais celui-ci s'éteint après un mandat. Ainsi, certains élus locaux, après un engagement de plusieurs années, se retrouvent en difficulté parfois à l'issue de ce mandat. J'ai plusieurs questions à vous poser, Monsieur le Président. Pourriez-vous nous indiquer ce que la haute autorité pourrait préconiser comme évolution du statut de l'élu afin d'essayer de concilier le nécessaire besoin de contrôle des activités exercées pour prévenir les conflits d'intérêts et le besoin pour un élu de retrouver une activité en fin de mandat? Quels seraient selon vous les risques en matière de conflit d'intérêts si la pratique d'une suspension du contrat de travail avec une garantie de retrouver son emploi venait à s'élargir? Par exemple, est-ce que la HATVP s'interrogerait sur les liens qui persistent entre l'élu et l'entreprise? Est-ce que ce sont des cas déjà signalés? Est-ce que vous avez déjà pu travailler sur ces questions? Et quels sont vos moyens de contrôle pour vous assurer que les réserves et les avis négatifs que vous émettez sont respectés? Là, je vais sur une autre partie. Je vous remercie. Très bien. Merci, Monsieur le Président. C'est à vous. Merci pour vos questions qui sont nombreuses. Certaines se recoupent. Je vais essayer de répondre à chacune de vos questions. Tout d'abord, sur la transparence et le caractère public ou non des déclarations. Seules les déclarations de patrimoine des membres du gouvernement et des membres du collège de la haute autorité sont rendues publiques sur le site de la haute autorité. C'est de l'ordre de, selon le nombre de membres du gouvernement, ça peut varier. Bon, c'est entre 40 et 45 le plus souvent, plus les 13 membres du collège de la haute autorité. Voilà, c'est à peu près 55 personnes qui voient leur déclaration de patrimoine rendue publique dans leur intégralité. Pour les parlementaires, que ce soit les députés, les sénateurs et les députés européens, les déclarations de patrimoine sont consultables en préfecture. Et effectivement, avec des conditions strictes, on doit prendre rendez-vous, on ne doit pas avoir de crayon, de stylo, on ne peut pas prendre de photographies, on ne doit pas avoir son téléphone portable. Bon, et on n'a pas le droit d'en faire état, c'est un peu comme pour... il y a très peu de consultations. Il y a très peu de consultations en préfecture. On a, oui, c'est une cinquantaine par an. Bon, compte tenu du public concerné, c'est vraiment très peu de choses, d'autant qu'une consultation une personne peut vouloir consulter plusieurs déclarations. Donc il y a très peu de consultations. Ça, ce sont donc pour les élus. Pour les élus locaux, les déclarations de patrimoine ne sont pas rendues publiques. Les déclarations d'intérêt. Les déclarations d'intérêt des ministres, des parlementaires et des élus locaux sont publiées et sont rendues publiques sur le site de la haute autorité, dont sont accessibles à la fois aux citoyens et aux médias. Les déclarations de patrimoine des fonctionnaires et les déclarations d'intérêt des fonctionnaires ne sont pas rendues publiques, elles sont contrôlées, mais pas rendues publiques. Ça, c'est ce qu'a voulu le législateur et le Conseil constitutionnel, qui a fait une distinction au niveau de la transparence entre ceux qui sont élus et ceux qui ne le sont pas, avec des obligations de transparence plus fortes pour celles et ceux qui, effectivement, sont élus. Alors, dans la déclaration d'intérêt, ce qui, je pense, explique votre question, vous avez un certain nombre d'éléments concernant vos rémunérations sur les 5 dernières années ou les intérêts que vous pouvez avoir à travers des actions que vous possédez. Mais ça, je dirais, c'est rendu public dans votre déclaration d'intérêt.
c'est pas du tout un non-respect de la confidentialité. C'est rendu public. Bon, et une fois de plus, c'est le législateur qui l'a voulu. Nous n'avons aucune marge de manœuvre, nous, sur le caractère public ou pas de vos déclarations. Et les rubriques, d'ailleurs, ont été définies par la loi. Bon, alors, peut-être qu'il conviendrait de regarder ce qui pourrait être modifié sans remettre en cause, d'ailleurs, l'objectif de transparence. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des rubriques qui pourraient être regroupées. Bon, qui n'ont pas besoin de faire l'objet d'une publication intégrale, bon, qui pourrait confiner à du voyeurisme. Mais voilà, mais tout ça, ça peut effectivement se regarder, mais ça relève en tout cas de la loi. Et il nous faudrait un nouveau véhicule législatif pour éventuellement adapter le dispositif sans, une fois de plus, remettre en cause l'objectif de transparence qui était voulu. Donc voilà, donc vous avez je pense que ce que vous avez pu constater au niveau des informations qui sont rendues publiques et qui paraissent vous remettre en cause la confidentialité d'un certain nombre d'éléments d'information concernant plus directement le patrimoine, c'est en fait à travers la déclaration d'intérêt que ces informations sont données. Mais et tout le monde respecte, je crois, la confidentialité et le secret. Nous avons, en tout cas en ce qui nous concerne... Non, mais à chaque fois, les exemples qui m'ont été donnés sur éventuellement des choses qui étaient rendues publiques, en fait, vous les retrouvez dans la déclaration d'intérêt. Et la déclaration d'intérêt, une fois de plus, elle est rendue publique. Le législateur a prévu qu'elle soit rendue publique. Les actions que vous détenez, dans un PEA ou pas, bon, c'est dans la déclaration d'intérêt. Donc voilà, les rémunérations sur les 5 années précédentes que vous avez pu percevoir à titre professionnel se retrouvent dans la déclaration d'intérêt. Et cette déclaration d'intérêt est rendue publique. Sur d'autres questions qui ont pu être déposées, on n'est pas encore en mesure de faire un bilan sur l'extension du registre des représentants d'intérêt au niveau local. Dans le mois qui suit, on devrait pouvoir le faire. On est actuellement en train de collecter un peu tout cela pour vous en faire un bilan. J'ai eu l'occasion de vous préciser tout à l'heure qu'il y a eu 300 inscriptions supplémentaires qui semblent être liées justement à cette extension du répertoire aux décideurs locaux. Bon, mais cela dit, nous invitons vraiment le législateur à prendre des mesures de précision et de correction du dispositif de régulation du lobbying. Bon, si vous voulez que le dispositif que vous avez mis en place soit efficace et réponde à vos objectifs de transparence, il faut quand même mettre fin à toutes ces possibilités de contourner le dispositif qui a été mis en place. Bon, ça fait plusieurs années qu'on attire votre attention là-dessus. Bon, je reconnais qu'il y a une certaine réticence de la part d'une partie de notre haute administration sur l'ensemble de ces sujets. Il faut pouvoir, bien sûr, en parler avec elle. Et puis, il faut se mettre à la page, quoi. Il faut penser qu'on est au XXIe siècle et que ces sujets de transparence, bon, beaucoup d'autres pays les mettent en place sans que ça remette en cause, d'ailleurs, en quoi que ce soit, l'efficacité que peut avoir telle ou telle entreprise dans son secteur. On dit parfois que c'est des démarches excessives, bon, qui peuvent remettre en cause la capacité à agir aussi bien des décideurs publics que des décideurs privés. Bon, quand vous regardez ce qui se passe au Canada ou ce qui se passe aux États-Unis, où vous avez un système de régulation du lobbying qui est encore plus opérationnel que le nôtre, ça n'a pas l'air de les gêner au niveau de l'efficacité économique, tant des décideurs publics que des décideurs privés. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'ajustements qui peuvent être faits dans le dispositif. Sur le conflit d'intérêts public-public, c'est un vrai sujet, je le reconnais.
D'ailleurs, j'avais fait partie, comme premier président de la Cour des comptes, avec le premier président de la Cour d'appel de Paris, Jean-Claude Magendie, et Jean-Marc Sauvé, de la commission dite Sauvé, sur les conflits d'intérêts, où nous avions formulé un certain nombre de propositions qui ont débouché d'ailleurs sur la loi de 2013. Nous n'avions pas proposé ce conflit d'intérêts public-public. Bon, vu la difficulté à le concrétiser et à le mettre en place. Donc voilà, mais le législateur en a décidé autrement. Bon, d'où les difficultés d'interprétation que l'on peut avoir, notamment au niveau local, où beaucoup de collectivités, effectivement, désignent des élus pour représenter leur collectivité dans un certain nombre d'entités publiques. Voilà. Alors la loi 3DS a clarifié un certain nombre de choses et utilement, nous avions formulé d'ailleurs des propositions dans ce cadre et nous avons publié d'ailleurs un tableau qui précise un peu les choses en fonction de ce qu'a souhaité préciser le législateur. Il y a encore vraisemblablement peut-être des petites choses qui mériteraient d'être complétées, mais au moins ça a clarifié les choses parce que de temps en temps on pouvait être confronté d'ailleurs à des référents déontologues qui se montraient excessifs dans les propositions de déport qu'ils proposaient aux élus, en interdisant par exemple de participer à tout débat à des élus qui représentaient leur collectivité dans une entité et qui, du coup, ne pouvaient pas participer au débat concernant le rapport d'activité de ces entités. Bon, tout de suite, nous avons considéré que de telles demandes étaient totalement injustifiées. On a aussi un principe général du droit dans notre pays, qui est un bon principe, qui est qu'on doit rendre des comptes. Bon. Et à partir du moment où on est désigné par sa collectivité pour représenter cette collectivité dans un établissement public ou autre, eh bien, on doit pouvoir rendre des comptes et donc répondre aux questions de ses pairs au niveau de l'Assemblée. Donc, nous avons pu préciser cela. Et la loi 3DS, d'ailleurs, a prévu que lorsque la loi prévoit cette représentation par la collectivité, le nombre de déports est limité. Bon. Donc, voilà, il y a, si vous le souhaitez, on pourra vous adresser, là, Monsieur le Président, un tableau que nous avons fait qui montre que le législateur a souhaité écarter tout risque dans un certain nombre de situations. Je pense par exemple au niveau du CCAS ou à la Caisse du sous des écoles. Bon, là, il n'y a aucun intérêt, aucun conflit d'intérêt public-public. Il y a une autre catégorie où le risque est circonscrit à certains axes et à chaque fois que le législateur a prévu cette représentation. Et nous considérons, nous interprétons en ce qui nous concerne, au niveau du collège de la HATVP, largement ce qu'a souhaité le législateur en disant que le législateur l'ait prévu expressément ou l'ait sous-entendu. Bon. Donc ça ouvre une possibilité. Et là, il n'y a pas de déport, sauf quand l'élu lui-même est concerné directement ou qu'il s'agit de marchés ou de concessions. Donc un certain nombre d'actes qui nécessitent le déport. En revanche, pour tout le reste, le risque est large. Et notamment, lorsqu'un élu est membre d'une association, a des responsabilités dans une association, il faut effectivement qu'il puisse se déporter lorsqu'une subvention est attribuée à cette association ou lorsqu'une décision concerne cette association. Donc voilà, donc là il faut être très, très, très vigilant. Hein. Il y avait il y a quelques années la gestion de fait. Hein. Bon, qui était opposé aux élus, c'est-à-dire des élus qui avaient des responsabilités dans une association qui était telle qu'on pouvait considérer que c'était une gestion de fait. Là, il peut y avoir un conflit d'intérêts. Hein, et vous avez une jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui est stricte en la matière. Et si vous avez pris part à une délibération concernant une entité avec laquelle vous pouvez avoir un intérêt,
vous pouvez tout à fait être sanctionné. Et vous devez vous déporter, et le déport consiste à sortir de la salle. Si cette condition n'est pas remplie, bon, le juge pénal peut vous sanctionner. Ça, c'est la loi et les décisions jurisprudentielles. Bon. Alors, nous avions formulé un certain nombre de propositions, ce qui explique les dispositions que vous avez prises dans la loi 3DS. Nous avions formulé aussi quelques propositions sur l'écriture de l'article 432-12 du Code pénal qui définit le conflit d'intérêts. Bon, nous avions proposé de substituer l'intérêt quelconque avec un intérêt de nature à compromettre l'indépendance, l'impartialité, l'objectivité de l'administration. Bon, il y a encore vraisemblablement un petit travail qu'il faudrait pouvoir prolonger. Nous y sommes tout à fait prêts, hein, donc avec vous, avec les magistrats de l'ordre judiciaire, pour voir si sur les deux articles qui concernent notamment ces conflits d'intérêts, l'article 432-12 et puis l'article 432-13, notamment s'agissant des projets de reconversion professionnelle, il y a peut-être un petit travail d'écriture pour éviter que des personnes puissent être mises en cause alors même que bon, il n'y avait pas d'intérêt en tant que tel en cause. Donc voilà, donc je pense qu'il y a eu des progrès de fait, mais je mesure qu'il y a peut-être encore quelques marges de progrès et que ça peut entraîner quelques difficultés d'organisation au niveau de collectivités quand il s'agit notamment de larges délibérations qui font état de beaucoup de subventions. Bon, c'est vrai qu'il faut être rigoureux et voir sur chaque subvention comment doivent s'organiser les déports. Mais ça, une fois de plus, c'est la loi et c'est les conséquences de définition du législateur et puis de l'interprétation qu'en fait le juge pénal. Alors c'est pour ça que nous nous efforçons de beaucoup accompagner les élus. Hein. J'écris beaucoup aux élus pour justement faire en sorte de les prévenir par rapport à ce type de situation. Dans l'ensemble, d'ailleurs, il y a une attention, une grande attention lorsque nous écrivons aux élus et que nous leur préconisons un certain nombre de mesures pour prévenir toute situation de conflit d'intérêts. Sachant que, et là j'insiste là-dessus, la déclaration d'intérêt que vous devez remplir vous concerne personnellement, concerne votre conjoint. Elle ne doit pas vous interdire de réfléchir à toute autre situation de conflit d'intérêts que vous pourriez rencontrer. Et il y a intérêt à le faire, même si la loi ne prévoit pas une rubrique pour d'autres personnes, hein, parce que le juge pénal peut considérer qu'il y a prise illégale d'intérêt à partir du moment où les parents, des enfants, un ami peuvent être concernés. Hein. Bon. Donc, si, vous avez le droit d'avoir des amis, mais pas obligatoirement ensuite prendre des décisions pouvant être de nature à compromettre justement l'indépendance, l'objectivité, l'impartialité de l'administration. C'est cette fameuse jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a considéré qu'un partenaire de golf pour un maire pouvait entraîner de sa part une situation de conflit d'intérêts et même de prise illégale d'intérêts. Hein. Voilà, donc voilà. Mais c'est une jurisprudence. Or, qu'il puisse y avoir, j'en suis conscient, nous le disons aussi, parce que selon le département dans lequel vous êtes, vous pouvez avoir effectivement une politique pénale un peu différente. Donc qu'il puisse y avoir au niveau de la chancellerie des précisions quant à la politique pénale à suivre sur un certain nombre de situations, je pense que ça pourrait être effectivement utile, puisqu'on voit des situations un peu diverses selon les départements. Mais voilà, mais d'où l'accompagnement, la prévention qui sont indispensables. Moi, j'insiste beaucoup. Nous avons une équipe dédiée à la haute autorité qui est sous la responsabilité de Ted Marx, qui se trouve à côté de la secrétaire générale de la haute autorité. Nous avons une dizaine de personnes qui ne font que répondre à toutes les questions que vous pouvez poser. Nous sommes énormément saisis
d'avis, de demandes d'avis, de conseils, et nous y répondons bien sûr très, très volontiers, hein, parce que nous considérons que justement l'aspect prévention, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Bon, donc il vaut mieux faire en sorte que la personne ne se mettent pas dans une situation qui ensuite doit entraîner ou est susceptible d'entraîner une sanction. Voilà, donc nous insistons beaucoup sur ce volet. Sur le statut de l'élu local, bon, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit. Alors effectivement, les projets de reconversion professionnelle des élus des collectivités de plus de 20 000 habitants nous sont soumis. Qu'il puisse y avoir un sujet de statut de l'élu local, j'en conviens tout à fait, mais je dirais que c'est en dehors des missions qui sont les nôtres. Je sais qu'il y a une réflexion depuis des années sur la définition d'un meilleur statut pour l'élu local. Il y a vraisemblablement des marges de progrès par rapport à la situation actuelle pour mieux définir ce statut. Après, sur la reconversion professionnelle, il faut, lorsqu'on est élu local et qu'on se consacre totalement à ces missions de service public, être attentif justement à ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts. Et puis parfois, quand on a été dans une profession donnée, on peut se déporter. Hein, on peut se déporter sur telle ou telle situation pour, je dirais, faciliter le retour à la vie professionnelle quand justement on souhaite que ces fonctions publiques se terminent. Donc voilà, c'est l'intérêt aussi dans les avis de prénomination que l'on peut exprimer. On peut parfois dire à des membres qui viennent du privé, qui viennent de telle entreprise et qui veulent exercer des fonctions, qui sont invités à exercer des fonctions dans un cabinet ministériel, attention, il faudra que vous vous déportiez sur tel ou tel sujet correspondant à l'entreprise dans laquelle vous avez été salarié. Honnêtement, ça les protège et puis ça leur permet surtout, à la fin de leur fonction, d'y retourner sans qu'on puisse leur opposer une possible prise illégale d'intérêt. Donc c'est pour ça que les déports peuvent être très, très utiles dans l'exercice des fonctions. Alors après, lorsque le déport devient trop important, ça finit par ne plus avoir de sens. Et là, ça équivaut à une incompatibilité. Mais il faut pouvoir le regarder. Cela dit, parce que j'entends cette petite musique qui consiste à dire que les reconversions professionnelles dans le privé sont impossibles pour celles et ceux qui exercent des fonctions publiques. J'avoue que je suis étonné quand j'entends des personnes s'exprimer ainsi. Ils ignorent que près de 94% des avis sont des avis de compatibilité. Alors certes, parfois avec des réserves, mais qui peuvent tout à fait se justifier compte tenu des fonctions qui ont été exercées par la personne. Et nous assumons complètement les décisions que nous avons prises concernant un certain nombre d'anciens ministres. Et elles ont pu être parfois galvaudées dans la presse ou tout à fait mal interprétées. Je trouve que parfois, on perd le sens des mots. Bon, quand on dit on doit s'abstenir de toute démarche, ça ne doit pas être traduit par on ne peut pas appeler. Bon, donc une démarche, ça signifie intervenir pour, je dirais, d'une certaine façon influencer la décision compte tenu des fonctions qu'on a pu entreprendre, qu'on a pu avoir précédemment, ou bien pour fausser une éventuelle concurrence qui peut exister entre différentes entités. Mais ça n'interdit pas un contact téléphonique pour informer le ministre. On a entendu parfois des choses un peu stupides au moment de notre décision sur Jean Castex ou bien sur Roselyne Bachelot. Bon, c'est le... ce que nous regardons, c'est le risque pénal et le risque déontologique. Le risque pénal, quand il est là, nous protégeons, je pense, la personne en disant qu'il n'est pas possible pour elle de rejoindre telle ou telle entreprise. J'ai vu que les décisions de la haute autorité concernant M. Cédric O n'étaient pas totalement comprises par lui-même. Bon, je pense que nous l'avons protégé. Alors peut-être à l'insu de son plein gré.
pour reprendre une expression, mais ça peut être utile. Bon, nous devons apprécier le risque pénal et le risque déontologique. Bon, d'autant que je vous rappelle que la définition du conflit d'intérêts qui a été retenue par le législateur, l'apparence compte aussi. Et que nous devons prendre en compte cette situation. En tout cas, c'est ce qu'a souhaité le législateur. Alors, parfois, c'est compliqué. Sur le risque pénal, on est dans le droit dur. Ça soulève pas trop de difficultés. Quand il s'agit du risque déontologique, on est dans un droit plus souple et c'est effectivement plus difficile à interpréter. Mais je rappelle que toutes nos décisions sont susceptibles de pourvoi devant le Conseil d'État. Jusqu'à maintenant, le Conseil d'État nous a toujours suivis dans les avis que nous avons exprimés. Peut-être dernière question concernant l'agrément. Il ne m'appartient pas, en tant que président de la Haute Autorité, de dire c'est telle ou telle procédure qui doit être retenue. Cela relève du législateur, de la loi. Ce que je sais, c'est que nous avons 2 procédures d'agrément, effectivement, puisque nous délivrons aussi un agrément à Anticor, mais les missions ne sont pas les mêmes. Bon, donc le degré d'exigence pour l'agrément vis-à-vis de la Haute Autorité n'est pas le même que l'agrément délivré par la Chancellerie, puisque se constituer partie civile dans un procès, dans une procédure plus exactement, c'est beaucoup plus lourd, bien évidemment, que la possibilité d'adresser des signalements à la Haute Autorité sur telle ou telle situation. Bon, donc voilà, donc c'est la procédure d'agrément. Nous si bien sûr le législateur décide de nous confier cette mission, nous la remplirons. Je pense que sur ces questions, moi j'avais suggéré d'ailleurs aux parlementaires qui travaillaient sur ces sujets que préalablement à la délivrance d'un agrément, il puisse y avoir un contrôle de la Cour des comptes sur notamment toutes ces questions budgétaires et financières, et de transparence, ce pouvait être utile à partir du moment d'ailleurs où la compétence de la Cour des comptes est tout à fait possible, puisque ces associations bénéficient d'une certaine façon des mesures concernant la générosité publique. Il y a des facilités fiscales qui existent lorsque vous subventionnez ce type d'association, vous contribuez au financement de ce type d'association. Donc ça légitime tout à fait le contrôle par la Cour des comptes. Et à partir du moment où vous délivrez un agrément, il peut tout à fait être demandé à la Cour des comptes de contrôler l'association en question pour avoir toutes les garanties nécessaires que souhaite le législateur s'agissant des conditions de transparence, justement, et de bon fonctionnement d'une association. Voilà. Mais après, c'est au législateur, effectivement, de trancher sur ces sujets. Sur les référents déontologues, je pense que les centres de gestion sont un outil utile. Vous avez raison. Alors, je ne sais pas pourquoi le ministre de l'Intérieur a des réserves. Il faudra peut-être qu'on voit cela, qu'on se rapproche de vous, Madame Intermédiaire, sur les centres de gestion. Bon, je n'ai pas compris pourquoi le ministère de l'Intérieur avait des réserves. Bon, il faudra que l'on voit cela. De temps en temps, je regrette d'ailleurs que... Alors que nous sommes l'État français, chacun dans ses responsabilités, dans ses composantes, mais de temps en temps que les gens ne se parlent pas suffisamment. J'ai vu que m'a signalé que la DGCL avait produit d'ailleurs un document sur les possibles conflits d'intérêts et sur l'interprétation que l'on pourrait en faire, sans nous en avoir parlé. Ce qui fait qu'il y a parfois des divergences dans les appréciations, ce qui n'aide pas les élus. Bon, donc c'est quand même d'une rare stupidité, ce type de comportement. Bon, donc voilà. Donc, sachant qu'en plus, c'est à la Haute Autorité de définir la doctrine en la matière. Bon, c'est ce qu'a souhaité le législateur. Donc c'est plutôt bien de se rapprocher de nous quand on publie un document de ce type, qui peut tromper les élus.
Je l'ai appris en fin de semaine dernière. Bon, ce sont des situations qui sont quand même très regrettables et qui contribuent justement aux questions que peuvent se poser les élus locaux en la matière. Voilà, mais on va essayer de voir, parce qu'une fois de plus, les centres de gestion, ça fonctionne bien. Hein. Souvent, ça permet d'avoir plusieurs personnes, d'ailleurs, qui, du coup, ça fait autant de disponibilité supplémentaire pour répondre aux élus. Autant une grande collectivité a aucune difficulté pour trouver un référent déontologue. Bon, notamment dans les villes universitaires, vous trouvez toujours un professeur de droit, un ancien magistrat de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ou financier pour pouvoir contribuer à des comités de déontologie. Mais pour des petites communes, bon, c'est beaucoup plus difficile. Et là, le centre de gestion ou les associations des maires peuvent parfaitement être utiles. Dernière question, je crois que c'était sur le suivi des réserves et puis sur les moyens de la haute autorité. À partir du moment où nous exprimons des réserves, oui, il faut pouvoir les suivre, sinon ça n'aurait pas de sens. Bon, donc si on exprime des réserves et qu'ensuite on dit vogue la galère, ça n'a strictement aucune importance, bon, ce serait un très mauvais signal. Donc il faut que l'on puisse effectivement suivre ces réserves. Donc nous interrogeons régulièrement la personne concernée, nous croisons bien évidemment les renseignements qu'il peut nous donner avec d'autres informations que nous pouvons obtenir. Nous avons un suivi aussi de toutes les lettres plus ou moins confidentielles qui peuvent exister aussi sur les situations des responsables publics. Bon, et nous avons ce travail de veille. Et bien évidemment, nous suivons ces situations pendant les 3 années qui suivent. Alors, vous dire que nos moyens sont totalement suffisants pour assurer toutes nos missions, je vous mentirais si je disais cela. Bon, on a fait un certain nombre de propositions pour augmenter progressivement les moyens qui sont les nôtres. Pour le moment, nous avons obtenu satisfaction. Bon, et nous allons formuler quelques propositions supplémentaires pour l'année 2024 pour conforter, je dirais, l'exercice de nos missions par les personnels de la haute autorité. L'année 2022, j'ai été contraint avec la secrétaire générale à contraindre, à mettre en place des permanences et des astreintes pour une partie de notre personnel, compte tenu justement de l'augmentation des saisines que nous avions sur les projets de mobilité professionnelle. Quand vous avez une augmentation de 93%, et il y a beaucoup de mouvements. Bon, j'ai un peu d'expérience sur ces sujets-là, compte tenu des fonctions que j'ai pu exercer dans le passé, mais je trouve qu'il y a beaucoup de mobilité dans les cabinets ministériels, un petit peu plus qu'avant. Bon, donc voilà, on reste moins longtemps, semble-t-il, dans les fonctions. Donc, dès que vous avez des allers et des retours, la haute autorité est saisie. Donc effectivement, ça s'arrête assez peu. Bon, et c'est un mouvement un peu continu. Alors, on a des pics hauts, mais quand même, la tendance est très élevée dans le nombre de saisines que nous avons. Donc voilà, donc si les moyens de la haute autorité peuvent être augmentés, j'en serai le premier heureux. Voilà. Bien. Oui, il y a d'ailleurs, je l'ai dit, on propose par exemple, il y a quelques trous dans la raquette, effectivement. Bon, notamment au niveau du contrôle des mobilités. J'avais eu l'occasion de répondre à une de vos questions concernant notamment les militaires, les magistrats de l'ordre judiciaire, qui, à partir du moment où ils démissionnent, etc., et vont rejoindre tel ou tel cabinet ou autre, se retrouvent sans possibilité de contrôle. Et puis vous avez des responsables d'établissements comme Solidéo, comme l'UGAP, qui méritent d'être dans le champ, bien évidemment, de la haute autorité. Donc on a formulé un certain nombre de propositions pour élargir, pas de manière considérable, hein, mais il est curieux que, par exemple, le président d'un EPIC local soit obligé de demander un avis pour sa reconversion professionnelle,
à la haute autorité, alors même que les patrons de Solideo et l'UGAP n'y sont pas contraints. Donc c'est quand même une anomalie, mais qui peut être facilement rectifiée par une disposition législative. Bien, écoutez, je vous remercie pour cette audition. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.